La tomate appartient à la famille des Solanacées. Son nom scientifique est le Lycopersicum. Elle serait originaire de l'Amérique du Sud. Et la culture de la tomate s'étend sur l'ensemble des zones tropicales et intertropicales. Le cycle végétatif de la tomate est relativement court. En réalité, c'est un cycle qui est relativement très court dans la mesure où il fait 80 à 100 jours, relativement. Il dure 80 à 100 jours tout simplement. Sa décomposition est la suivante. De 20 à 30 jours, c'est la pépinière. Et le repiquage, du repiquage au début de récolte, ça dure 60 jours. Et de la récolte peut s'étendre jusqu'à peut-être entre 2 à 8 mois si vous respectez toutes les conditions qu'on va vous étaler maintenant. Pour ce faire, il faut que vous arriviez à vraiment remplir les conditions que nous allons vous donner maintenant. C'est très important de le savoir. Aujourd'hui, nous allons aborder la tomate. Nous allons vous dire tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment rentabiliser votre projet de culture de tomates. C'est très important de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous donner les détails possibles pour que vous ne puissiez plus jamais passer à côté de vos projets. Parce que ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous ne faites pas qui fait que sur le net, on voit beaucoup de choses qui viennent sur poste. Au secours, voici telle chose qui m'arrive, venez me sauver. Je pense que si vraiment vous voulez aller vraiment au bout de votre projet et que vous voulez vraiment réussir vos projets, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça coûte rien devant ce que vous cherchez, de connaître au moins le minimum ou encore le maximum pour être en sécurité dans ce que vous voulez mettre en place. C'est très important de le savoir. Allons tout de suite sur les conditions, ce qu'il faut connaître sur les différentes conditions. Voici maintenant, on va parler un peu du sol. D'abord, c'est très important de savoir que la tomate les racines de la tomate sont beaucoup plus superficielles. Du coup, ce ne sont pas de fortes racines qui peuvent frayer un chemin pour entrer. Et c'est là maintenant va intervenir la qualité du sol que vous allez choisir. Très important. Parce que tout ce que je vous dis, marquez que c'est très important. Si vous négligez un parmi, vous n'allez pas atteindre l'objectif qui est fixé. C'est pourquoi il dit toujours, tout part depuis la base, tout part des détails et des petits détails près. Ce qui donne le résultat, ce sont les détails. Voilà, ce n'est pas la généralité, ce sont les détails, la particularité de chaque personne, vraiment à faire bien sa chose qui lui donne un résultat. Ça, il faut que je souligne ça. Donc, tout ce que je veux préciser ici est d'une importance capitale. Donc, la qualité du sol est très importante à marquer. Il faut un sol très, très léger, plat d'abord, et légèrement une petite pente. Une petite pente qui va permettre un bon drainage. Et un sol très léger pour faciliter la tâche aux racines de se fixer et de se nourrir. Et bien meuble et profond qui va aussi faciliter l'alimentation des racines, l'alimentation de votre tomate, de votre plante de tomate. Très important à souligner et très important à marquer. Donc c'est pour dire que tous ces détails que je vais marquer ici, ce sont des détails qu'il faut respecter pour éviter en réalité de passer à côté à chaque fois de vos projets. Maintenant, venons sur la variété que vous allez prendre. Ça, marquez un souffle. Et de ne pas négliger les variétés. Aujourd'hui, si on parle de problème, tout part de la variété. N'allez pas prendre des variétés passe-partout, le tout venant, comme le formateur me le dit à chaque fois. Les tout venants. Les tout venants coûtent moins cher, mais les tout venants vous posent des problèmes de résultats, de rendement et de finition. Attention aux tout venants. Et c'est très important, c'est pourquoi il dit toujours, pour toute personne qui va me demander quelle est la variété à choisir, je dis les personnes bien appropriées pour vous décrire la variété bien définie, c'est quand vous partez dans une structure bien spécialisée. Oui, que nous, dans nos pays différents, je ne sais pas où vous regardez cette vidéo, mais dans les structures bien spécialisées, je dis bien spécialisées, je précise. Parce qu'aujourd'hui,
on voit les tout venants qui sortent de partout, chacun vient, il installe ce qu'il peut installer, mais est-ce que ça remplit les conditions? Mais je pense que dans chaque pays, il y a au moins une structure bien organisée qui s'occupe de ces cas de figure. Parce que les variétés que vous allez choisir vont définir tous vos projets. C'est-à-dire c'est l'ensemble. C'est-à-dire tout part à partir de là, la variété. Si la variété est ratée, quel que soit ce que vous allez faire après ça, cher ami, je vous dis pour ne pas te décourager, c'est une peine perdue. Parce que la qualité du matériel végétal est incontournable. Je le dis, écoute-moi très bien, la qualité du matériel végétal est incontournable. On ne peut pas faire autrement, c'est la qualité qui te donne le résultat. Ça, il faut que je marque ce point-là pour que tu puisses bien comprendre que tout passe par la qualité de ton matériel végétal. Ça, c'est très important à souligner. Écoute-moi très bien. Alors, donc si tu vas prendre des tout venants, le résultat sera tout venant. Ça, c'est clair. Il faut savoir cela. Alors, donc, les variétés qu'il faut prendre, tout partir dans une structure bien organisée. En fonction de la période à laquelle vous vous situez, je pense que dans chaque structure bien organisée, il y a un conseiller qui va vous décrire la qualité et bien la variété que vous avez en main et qui va vous permettre de faire un choix de variété. Je vais me permettre à citer des variétés. Ici, moi je suis en Côte d'Ivoire. Ce que moi j'ai utilisé ici, peut-être n'est pas ça vous utilisez dans vos pays d'origine où vous êtes. Je ne peux pas me mettre à citer des variétés. Je vous conseille d'aller dans les structures bien spécialisées dans vos pays et de demander la variété de telle période à la période où vous voulez faire votre culture. À cette période-là, vous demandez la variété qu'il faut maintenant aux techniciens de ce magasin, aux techniciens de cette structure-là. Ils vont vous dire, voici telle variété que je vous conseille de prendre pour telle période, voici telle variété que vous conseille de prendre pour telle période. Il y a des variétés qui sont tolérants contre certaines sortes de maladies. Et du coup, c'est pourquoi j'ai dit, les bioplastiques sont les structures eux-mêmes qui ont fabriqué leurs semences, qui vont vous dire, la variété que je vous donne est tolérant contre telle maladie. Par exemple, on parle de flétrissement bactérien aujourd'hui, qui est le problème, un des problèmes cruciaux au niveau de la production et de la plantation de la tomate. Ça, je pense que depuis la base, on peut essayer de remédier à ce problème à partir de là. Il y a Fusariose que nous voyons aujourd'hui, qui aujourd'hui, ils ont créé des semences qui peuvent déjà être résistants contre ces différentes maladies-là. Donc, c'est très important de savoir la variété. La variété, ça, je vous dis la vérité, tout tourne autour de votre variété. Si la variété est défaillante, votre résultat sera défaillant. Ça, je le marque et je le précise parce que tout part de là. Chers amis, laissez-moi le temps de vous décortiquer cela. Je vais aller, ça prendra 1 heure de temps, ça prendra 2 heures de temps, peu importe, mais l'essentiel, c'est de réussir vos projets. Mon combat, c'est que vous réussissiez vos projets quand vous vous lancez et ne reculez pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis passé par là, j'ai traversé ces différentes difficultés et je sais ce que ça m'a coûté. Mais vous avez aujourd'hui la possibilité de pouvoir continuer cela. Nous, à l'époque, si on avait la possibilité d'écouter ce genre de vidéos, je serais certain que je ne mettrais pas trop de temps pour pouvoir comprendre ou bien trop de temps pour décoller. C'est pourquoi cette vidéo, c'est pour toi. C'est pour toi parce que tu vas, à partir de là, maîtriser tout le nécessaire pour pouvoir atteindre ton objectif. La variété. Donc, il y a des variétés de contre-saison. Il y a des variétés de contre-saison et il y a des variétés de saison humide. Alors, donc, il faut savoir que si vous prenez une variété de saison humide pour mettre dans une saison chaude, alors, chers amis, il est tout à fait évident que vous passez à côté de vos projets. Donc, c'est pourquoi ces détails-là comptent beaucoup. Vous prenez une variété qui n'est pas, disons, tolérante ou bien qui ne résiste pas à certaines maladies, chers amis, ça sera difficile pour vous. Donc, attention à cette partie. C'est pourquoi j'ai marqué ce point très bien précis pour mieux t'expliquer pourquoi il faut prendre les variétés. Il faut savoir faire le choix de vos variétés. Ok. Maintenant qu'on a choisi notre variété et qu'on est sûr de la qualité de notre variété, maintenant il faut réellement qu'on passe maintenant à ce qu'on appelle la confection de la pépinière. Encore là, j'ai marqué un point. Pourquoi? Parce que beaucoup sont ceux qui commencent déjà les déchets à partir de votre pépinière. Beaucoup. Parce que les gars pensent que la pépinière se fait de manière hasardeuse. Du coup, pour eux, ça ne doit respecter aucune condition. Et, bon, pour eux, il faut faire la pépinière simplement. Il s'agit de pousser. Non.
Vous comprenez, la pépinière définit aussi également la suite de votre projet. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ratez votre pépinière, hey, vous allez forcément rater votre projet. Pourquoi? Il y a des petits détails qu'il faut respecter depuis la pépinière. Si vous n'essayez pas de les respecter et que vous ne misez pas votre plan, ou bien votre plan depuis la pépinière, et très souvent, ça vous rattrape devant. Donc quand on vous dit de faire certaines choses à la pépinière, faites-les. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à atteindre les résultats souvent théoriques. Parce que ce sont les conditions dans lesquelles nous avons mis telle culture pour que ça puisse donner un résultat par exemple de 20 tonnes ou bien de 30 tonnes hectares. Mais ici, le promoteur que nous sommes, on dit telle chose, on peut passer dessus. Ah, ça on peut passer dessus, on peut passer dessus. Tenez-vous bien. À chaque fois que vous passez sur une étape, vous passez sur votre rendement, vous passez sur votre production. Ça, tenez-vous bien. Il faut comprendre cela. Chaque fois que vous allez négliger un petit truc au niveau de la réalisation de vos différents projets, vous diminuez considérablement, vous mettez en cause considérablement votre rendement. Ici, il y a plusieurs manières de faire votre pépinière. On peut le faire sous planche. Mais lorsque vous décidez de faire sous planche, il faut savoir réellement les faire. Sous planche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous faites votre pépinière sous planche, déjà il faut savoir délimiter votre planche. Le plus souvent, la largeur va tourner autour de 1 mètre, 1 mètre 20, mais la longueur, ça dépendra de vous. Mais là n'est pas le problème. Ce qu'il faut savoir est que lorsque vous faites votre pépinière sous planche, il y a des traitements, des désinfections à effectuer pour éviter déjà que des germes de maladie puissent s'infiltrer par les racines et que vous allez déporter vers votre plantation. Ça, c'est très important de le savoir. Alors, si vous faites mal votre pépinière, immédiatement, vous prenez les germes et vous déportez sur votre plantation. Quelques semaines après, vous sentez maintenant la maladie se déclencher en plantation. Du coup, souvent vient le découragement, souvent vient une tentative de traitement de secours, ce qui est fatal, ce qui est difficile. C'est pourquoi souvent on va sur le net, au secours, venez-moi en aide. Non, 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 c'est le médecin après la mort. S'il y a un vaccin à effectuer, faites-le depuis la pépinière avant de décoller. Ça, cher ami, voici ce que je te dis. Et ça, il faut marquer cela. C'est très important de le marquer. On fait tout depuis la base. Toute base bien respectée, bien partie, a un résultat tranquille. Ça, c'est clair. Et vous ne me direz pas le contraire. Alors, donc, une fois que vous avez effectué votre planche et que vous avez désinfecté avec tous les produits qu'il faut, je ne parle pas forcément des produits chimiques aujourd'hui, ou bien, bon, vous pouvez utiliser d'autres produits aujourd'hui qui sont bio, qui existent et qui sont très efficaces. Et c'est que dans différents pays, il y en a ici en Côte d'Ivoire. Moi, je n'utilise plus les produits, disons, chimiques. J'utilise beaucoup plus bio pour tout ce que je fais actuellement. Et ça marche parce que j'ai confiance à ces produits. J'ai vu le résultat et ça marche. Je ne suis pas obligé de prendre des produits chimiques aujourd'hui pour travailler. Il y a des produits bio qui sont efficaces, qui vous prendre pour travailler. Maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez aussi utiliser des techniques simples. Hein, avec aujourd'hui simplement une bâche noire. Aïe, vous pouvez facilement faire votre pépinière, hein, en réalité. C'est-à-dire qu'après avoir fini de confectionner votre planche, vous déposez une bâche noire dessus. Avec quelques semaines après, tout ce qui est comme parasites fongiques, comme parasites insectes qui peut nuire, comme nématodes qui peut nuire à votre pépinière, il va se chercher, comme on dit dans le jargon en Côte d'Ivoire ici. Ils vont fuir, il ne peut pas résister à cette chaleur-là. Mais vous-même prenez une bâche pour vous couvrir. Sur le soleil, vous allez voir ce qui va se passer. En réalité, si vous pouvez résister pendant au moins ne serait-ce qu'une minute, c'est ça la question. Donc du coup, quand vous prenez cette bâche pour couvrir votre pépinière et que le soleil frappe cette pépinière-là, immédiatement, tout ce qui est comme parasite vont s'enfoncer jusqu'en profondeur, soit ne peut pas résister et vont se barrer. Ça, c'est clair. Du coup, vous allez voir que vous avez une culture, des plantes qui évoluent sainement et tranquillement. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent utiliser aussi les pesticides, il y en a plein dans vos différents pays, il y en a plein dans la zone où vous êtes. Vous pouvez utiliser les insecticides, vous pouvez utiliser les fongicides pour pouvoir traiter votre pépinière, et les nématocides, les acaricides, vous pouvez traiter votre pépinière, la planche depuis la base. Tenez-vous bien, c'est capital.
Tenez-vous bien, c'est capital. Si vous voulez atteindre les 20 tonnes, les 30 tonnes, comme on le dit, voici ce qu'il faut respecter. Ça, je te le dis. Maintenant, pour ceux qui peuvent faire des serres, parce que comme je l'ai dit je répète encore, tout dépend de la santé de vos matériels végétaux. Tout dépend de la santé de vos matériels végétaux que vous allez déporter, implanter dans vos différentes plantations. Tout dépend du matériel végétal que vous allez planter. Ça, je le répète et je le répète encore et encore. Si c'est défaillant, le résultat est défaillant. Alors, donc, puisque je veux vraiment une meilleure qualité, je peux choisir un petit secteur où je peux faire des serres. Aujourd'hui, les serres, on peut les faire par des grandes serres, hein. On peut faire des serres pour nos pépinières simplement. Là déjà, on a donné la possibilité à nos plantes de pouvoir vraiment être à l'aise dans le développement au niveau de la pépinière avant d'être déportées. Pour ceux qui veulent vraiment investir dedans, voici les conditions. Je dis bien, ceux qui veulent investir dedans, voici les conditions qu'il faut remplir. Pour les cultures extérieures, maintenant, certaines personnes aussi décident de faire au niveau, avec des pots, on peut faire aussi facilement votre culture. Évitez, pendant l'arrosage, il faut éviter d'arroser sur les feuilles. Le plus souvent, les différents problèmes que nous rencontrons, croyez-moi, c'est ce côté aussi compte beaucoup, c'est la méconnaissance du système d'irrigation. C'est pourquoi le goutte à goutte est venu pour régler un certain nombre de problèmes. Sinon, si vous arrosez les feuilles, croyez-moi, vous n'allez pas échapper au problème de mildiou, de problème de oïdium. Ça, la tomate n'aime pas lorsqu'ils sont en contact permanent avec les eaux du ciel. Ça, il faut que vous dise la vérité. Et c'est ce côté-là souvent qui fatigue nos différents promoteurs. Oui, j'ai mal quand je le dis, cette méconnaissance va jouer souvent sur votre rendement et va décourager plus d'un. Parce que si vous faites un système d'aspersion au niveau d'une tomate, croyez-moi, ce n'est pas vraiment évident que vous partiez jusqu'au bout. Non, croyez-moi, ça c'est sérieux. C'est sérieux. Hein, c'est sérieux de le savoir. Tout ce que je dis, je vais le développer au fur et à mesure que j'évolue. Je vais vraiment les développer pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de faire des vidéos de 2 minutes. Non, ce sont de faire une vidéo, quel que soit le temps que ça va prendre, mais une vidéo qui va vous expliquer en long et en large comment on peut réussir réellement une plantation de tomates. C'est très important. Parce que souvent on fait les vidéos, on prend une petite partie, Non, ça ne vous aide pas. Prenez le temps d'écouter jusqu'au bout. Vous allez voir qu'après ça, vous êtes délivré, vous êtes libéré pour vous lancer réellement dans votre différentes productions, dans vos différentes réalisations. C'est très important de le savoir. Je prendrai tout le temps qu'il faut, mais il faut que je parvienne à l'expliquer. Donc en réalité, la plantation de tomates a un besoin d'eau qui oscille entre 5000 mm d'eau, bien répartie sur toute la période à laquelle vous allez produire votre plantation de tomates. Et c'est pourquoi un système d'irrigation va s'imposer à vous. Il faut que vous compreniez le système d'irrigation, comment ça fonctionne et quels sont les intervalles d'arrosage, tout ça. Allons-y, je vais vous progressivement, je vais vous expliquer point par point, détail par détail, ce que je vous dis. Tenez-vous aussi bien, pour ceux qui sont très chargés, qui ne pourront pas, je vais décrire dans la description, je vais vous donner tous les détails possibles au niveau de la barre de description pour que vous puissiez aussi prendre connaissance de cela. Comme mon objectif reste toujours le même, parvenir à réussir tous vos projets agricoles. La plante aussi de tomate a besoin d'une bonne chaleur. C'est pourquoi il est important de savoir que quand vous faites vos potagers, que ce soit la tomate et autres, il faut que vous veillez à ce que tout soit bien exposé au soleil. Les ombrages ne sont pas conseillés dans vos plantations de tomates. Non, les ombrages ne sont pas conseillés parce que une humidité condensée à un endroit va être le nid des parasites. Et du coup, cela va se répandre dans votre champ. Donc du coup, ne laissez pas des zones d'ombre dans votre champ. Permettez-moi de vous le dire, dégagez bien votre champ, dégagez bien et laissez le champ ensoleillé.
je parle des cultures extérieures. Laissez le champ ensoleillé pour pouvoir atteindre vos résultats. La chaleur, la température optimale, hein, favorable pour la culture de tomates, dans la nuit, ça oscille entre 13 à 20 degrés Celsius. Et dans la journée, ça oscille entre 20 à 27 degrés Celsius. Voilà. Donc, voici de manière générale ce que je vais vous dire. Maintenant, laissez-moi le temps maintenant de vous détailler cela point par point, pour que vous puissiez comprendre pourquoi je dis c'est nécessaire. Allons-y. Maintenant, on revient encore sur cette pépinière. Allons sur la pépinière doucement. Il dit toujours, il faut un engrais de fond, mais une fumure de fond de votre choix. Comme je dis, il y a de la matière organique aujourd'hui travaillée qui fonctionne très bien, qui marche très bien, qu'on peut utiliser. Partez déjà avec la fumure de fond. Si vous prenez une fumure de fond, mettez cette fumure de fond et laissez le temps de se décomposer sur une période avant de faire votre semis. Parce que la fumure de fond n'est pas comme un engrais minéral où vous allez déposer immédiatement, ça commence à faire son effet. Donc il faut laisser le temps, hein, de se décomposer. C'est pourquoi quand vous mettez votre fumure de fond, vous mélangez tout ce que vous allez mettre comme insecticide, comme nématocide, tout ce que vous allez utiliser, vous déposez tout sur la planche et vous fermez pendant environ 20 jours avant réellement de commencer de faire votre semis. Vous comprenez? Donc c'est ce que j'appelle la désinfection. Bon, je suis en train de revenir un peu dessus pour être plus explicite quoi en fait. C'est ce qu'on appelle la désinfection. Soit vous voulez prendre les fongicides, les acaricides, ou bien vous prenez les sachets noirs polyéthylène pour pouvoir faire votre travail. Tout dépendra réellement de vous. Pour 1 hectare de pépinière et pour 1 hectare de plantation, il va vous falloir tout simplement 100 mètres carrés de pépinière, hein, à raison d'environ 300 grammes en fonction de votre technicité au niveau de votre pépinière. Si vous connaissez des techniques bien précises pour faire vos pépinières, vous n'allez pas vraiment gaspiller les semences. Aujourd'hui, on a passé tout le temps à gaspiller les semences, au point même qu'on pense qu'il faut prendre plus que 300 grammes. Mais si vous savez faire votre pépinière, comme je vais vous le décrire tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Même avec 200 grammes, vous pouvez faire 1 hectare tranquillement. Ce que vous devez comprendre avant, c'est qu'il y a des techniques que nous employons qui on gaspillait, on jetait les semences sans nous rendre compte en réalité. Parce qu'on ne faisait pas le pépinière tel qu'on devait le faire. C'est pourquoi il faut savoir que lorsque vous finissez en réalité de faire votre choix, de traiter votre plantation, de le faire, il faut prendre soin de le faire avec beaucoup de précautions. On ne le fait pas à la levée, à la va t'asseoir, parce qu'il faut faire. Non, il faut le faire avec beaucoup de précautions, parce que, mine de rien, c'est suffisamment d'argent nous mettons au niveau de notre pépinière. Ça coûte beaucoup au niveau de la semence, ça coûte suffisamment d'argent pour que nous puissions prendre ça au sérieux. Je prends un exemple, par exemple, d'une variété que moi j'achète ici. Je travaille avec beaucoup cette variété au niveau du chou. Oxylus, bon, c'est une publicité gratuite, prenez ça, c'est pas grave. Mais cette variété, vraiment, est de très grande qualité, mais ça me coûte beaucoup cher. Mais bon, quand même, quand il utilise ça, c'est en sécurité. C'est le plus important. Bon, donc du coup, avec ça, si vous avez une belle technique de mise en place de votre pépinière, vous n'allez pas vraiment souffrir, vous n'allez pas gaspiller votre argent pour acheter suffisamment de boîtes, mais suffisamment de pépinières, de grains pour pouvoir faire vos pépinières. Il faut savoir qu'on le fait par poquet de 3 grains, tout environ, à raison de 10 cm. Bon, ok. Donc, après avoir fini de traiter votre champ, votre planche, vous allez passer maintenant à ce qu'on appelle le semis. Le semis se fait après, comme je dis, après avoir fini de bien traiter votre planche, que vous avez bien confectionnée, bien traitée et bien sécurisée. Maintenant qu'on est sûr qu'on peut vraiment déposer notre grain tranquillement, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir maintenant avec un râteau, repasser dessus parce qu'on a couvert pendant 20 jours, passer maintenant dessus, hein, et puis essayer d'ameubler ça un peu, essayer de, disons, casser les mottes de terre et les rendre ça plus agréable en fait. Après ça maintenant, on va faire des sillons, on va faire des tracés, hein, des sillons, on va faire des sillons entre, disons, distants de 10 cm, hein, entre lignes en fait, entre sillons 10 cm, hein, pour permettre que ce soit légèrement plus ou moins aéré. Maintenant, quand on finit de faire ça, c'est là, je vous dis, papa, vous allez faire des sillons que vous allez prendre dans vos poignets pour balancer dans les sillons. Vous allez voir que ça va sortir, hein, mais ça sera touffu. Du coup,
les plants qui vont sortir ne seront pas vigoureux. Donc, vous allez, comme si vous avez gaspillé vos grains. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre soin de prendre quelqu'un qui va s'asseoir tout simplement sur la planche et déposer pied par pied, et poké par poké, à raison d'au moins de 3. Que la personne prenne son temps. C'est son travail toute la journée. Oui, c'est un travail. Que la personne prenne son temps pour pouvoir le faire. 3 grains par 3 grains à raison de 10 cm aussi sur les lignes. C'est-à-dire sur les sillons que vous avez effectués. Donc, il faut laisser le temps pour que ça puisse être à l'aise pour se développer. Mais quand vous-même vous allez voir sortir et vous allez voir la plante qui est sortie, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire qu'il va faire un bon travail. Comprenez? Donc, du coup, avec ça, vous allez être un peu en sécurité et tranquillement à l'aise au niveau de la mise en place de vos pépinières. Et vous allez voir qu'il y aura suffisamment de grains qui sont restés, mais vous avez facilement réalisé votre pépinière avec peu de graines au niveau de vos pépinières. C'est très important. Donc, ce sont des choses, on ne peut pas le faire, comme on le dit, pressé. Il faut prendre le temps de le faire. Quand tu veux le faire, fais-le bien. Comme il le dit, pour avoir un résultat, c'est la qualité, ce n'est pas la quantité. C'est ce que nous essayons de vous expliquer aujourd'hui. Tout ce qu'on pensait avant au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire c'est révolu. Avant on parle de production, il faut faire beaucoup de plantations, beaucoup de superficie pour voir des résultats. Ça c'est révolu, c'est l'ami, je vous dis la vérité, c'est vraiment révolu. Avec peu de superficie, peu de parcelles, juste petites parcelles, vous pouvez réaliser ce que vous voulez réaliser avec des techniques bien réfléchies, avec les techniques culturelles tellement aiguës, tellement accentuées que vous parvenez à atteindre vos objectifs en temps record. Arrêtez maintenant de nous fatiguer sur les espaces, sur les grandes superficies. J'ai 10 hectares, j'ai 20 hectares, n'a pas de sens aujourd'hui. J'ai tel rendement sur telle superficie. C'est là que se trouve effectivement, chez moi, ce qui est important à savoir. Bon, donc, du coup, quand vous allez finir de faire ce travail, vous allez voir que quelques jours après, environ 1 semaine, 2 semaines après, vous allez maintenant passer par ce qu'on appelle le démarrage. Le démarrage consiste à faire quoi? Le démarrage va venir maintenant vous permettre d'éclaircir votre champ, éclaircir votre pépinière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez éliminer les plants qui sont quand même chétifs, qui ne sont pas vraiment de votre goût. Vous allez les éliminer pour laisser les plants qui sont beaucoup plus vigoureux et laisser le temps effectivement à ces plants-là de mieux vraiment se développer et d'être vraiment bien pour vous, pour votre plantation. Voyez-vous, je pense que avec ce que je vais vous expliquer, il n'y a pas de raison que vous ne parvenez pas à atteindre vos objectifs. Quand vous allez tout part avec tout ce qui est beauté, perfection depuis la base, je vous assure que le résultat sera extraordinaire pour vous. Et c'est pourquoi j'insiste sur cela. Mettez-vous dans l'esprit que seule la qualité qui paye. Voilà, c'est ça. Ça, il faut mettre dans la tête cela. Et ça, une fois que vous avez mis ça dans votre tête, c'est fini. Il n'y a pas de raison que vous échouez à tout ce que vous voulez entreprendre. En tout ce qui concerne le maraîcher, il n'y a pas de raison que vous échouez. Tout ce que je vous dis, on le fait avec n'importe quelle culture, que ce soit l'aubergine, que ce soit le chou, la pépinière se fait de la sorte. Maintenant, quand on a fini, je dis bien que vous avez choisi de prendre les produits chimiques, c'est de votre choix, mais homologués dans votre pays, bien sûr. Maintenant, si vous avez choisi aussi effectivement de prendre des produits, je vais dire biologiques, il faut faire un traitement au minimum chaque semaine sur la pépinière. Tout cela c'est quoi? C'est pour, comme il le dit, éviter, immuniser, vacciner la plante depuis là, pour que la plante, lorsqu'elle va sur son lit, puisse être à l'aise pour se développer. C'est très important. Donc vous faites un traitement en fonction de votre goût, de votre choix. Si vous avez décidé, vous, de prendre les produits fongiques chimiques, ça c'est votre choix. Mais si c'est biologique, mais traitez chaque semaine pour immuniser votre plant à toute éventualité. Donc cela va se faire avec, en réalité, un pulvérisateur bien sûr. Voilà, un pulvérisateur que vous allez faire un bouilli, le bouilli de ce que vous avez choisi. Le bouilli, ça veut dire que c'est un mélange de l'eau avec le produit que vous choisissez, c'est ce qu'on appelle la bouillie. Et vous mettez ça dans le pulvérisateur et vous passez dessus sur vos plants tout simplement. Comme je l'ai dit, pour 1 hectare, il faut 100 mètres carrés de pépinière.
Bien. Maintenant qu'on a fait tout ce travail et qu'on est rassuré, qu'on a effectué tout ce travail maintenant au niveau de la pépinière, bien, il faut quand même savoir que au cas où besoin se fait sentir, on peut quand même apporter un peu de NPK sur la pépinière, soit en engrais foliaire, soit en engrais granulé sur les planches, au niveau des allées, au niveau entre les sillons. Pourquoi on appelle des sillons? Entre les sillons, vous pouvez passer ça dedans tout simplement pour vous donner de la vigueur, pour donner de la force à vos plants. Mais il faut savoir que dans le MPK, il y a quand même le N, le P et la L et le K qui jouent des différents rôles sur votre pépinière. C'est très important de savoir aussi. Souvent, c'est un peu le côté positif de l'engrais chimique en réalité. Parce que ici, l'engrais chimique aussi joue un rôle un peu de soins, d'entretien de la plante en réalité. Voilà, peut-être que l'engrais organique ne fait pas. Bon, ça c'est à vérifier. Maintenant que vous avez fait tout ce travail, on va passer maintenant à la préparation de votre terrain. Parce que là aussi, va venir encore, je fais des précisions, la préparation du terrain. La préparation du terrain compte beaucoup. Il faut savoir que, je le dis, je le reviens encore dessus, que les racines de votre plant de tomates sont très fragiles, ne sont pas vigoureuses pour pouvoir se frayer un chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vos sols est compact et que vous déposez, vous vous arrangez comme vous pouvez pour planter la plante, cette plante-là ne peut pas perforer ce sol compact-là pour s'alimenter. Donc va venir un travail très très important pour vous. Je ne vais pas encore revenir sur qu'il faut savoir qu'il faut nettoyer votre terrain. Non, 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 je vais travailler sur le sol parce que tout le monde sait qu'on doit nettoyer le sol, le terrain d'abord. Ça c'est clair, donc alors on va passer dessus. Donc quand vous finissez de nettoyer votre terrain, d'abîmer votre terrain, il y a une chose maintenant, c'est travailler votre sol. Il faut donner la possibilité à la plante de mieux pénétrer, de mieux se fixer. Si la plante se fixe mieux, ça s'alimente mieux. Et c'est pourquoi c'est très important de travailler sur votre sol. Très important de travailler dessus. Pour que vous puissiez avoir ces résultats dont je parle aujourd'hui, il faut que votre sol soit dans les conditions nécessaires pour pouvoir permettre à la plante de se fixer. Si la plante se fixe mieux, le résultat se donne mieux. Si la plante se fixe mal, le résultat se donne mal. Donc il faut que la plante se fixe mieux. Ça, pour les petites superficies que nous faisons avec la daba, on peut faire tout ce travail. On peut labourer avec la daba. Mais dans le cas où c'est une culture intensive, il faut forcément faire intervenir les machines pour faire des labours avant de pouvoir vraiment planter votre plant de tomates. C'est très important cette phase. Ne passez pas dessus. C'est très important de savoir qu'il faut labourer le sol, de bien labourer le sol et de bien traiter le sol avant toute chose. Maintenant, pour ceux qui sentent que dans ce sol, il y a des problèmes qu'il y a souvent, il faut passer déjà à désinfecter le sol. Souvent, voici des détails. C'est pourquoi il dit on n'est pas obligé de faire 10 hectares quand on n'a pas les moyens de 10 hectares, le truc. Non. Mais on est obligé de faire un rendement. On est obligé de donner un résultat. Donc, du coup, je ne suis pas obligé de faire, j'ai l'argent, je fais mon bilan, je vois que pour remplir toutes les conditions, j'ai 1 million. Mais si je dois faire ça sur 1 demi-hectare pour sortir 20 tonnes, mais je fais ça tout simplement. Est-ce que j'ai un nom? C'est un nom ou bien c'est un résultat que je cherche? J'ai 10 hectares de tomates. Et qu'à la fin de compte, tu ne récoltes même pas le rendement de ne serait-ce qu'une demi-hectare. Est-ce que tu as vraiment 10 hectares de tomates? Non. Ce n'est pas un nom d'avoir 1000 hectares. Mais c'est simplement ce qu'on doit chercher. Est-ce que ce que j'ai me donne réellement ce que ça doit me donner? Est-ce que je mets les conditions idoines pour que ça me rapporte quelque chose? Est-ce que je soutire ou bien je tire le potentiel de ce que j'ai? C'est la question qu'on doit se poser en réalité. C'est pourquoi je vous parle maintenant de rendement. Laissons la production de côté. Ça n'a pas de sens. Donc si je peux faire seulement que demi-hectare avec les moyens que j'ai, je le fais bien. Tout ce qu'on fait bien a un bon résultat. Donc du coup, je ne suis pas obligé de faire des milliers d'hectares, sachant que je n'ai pas la possibilité d'aller jusqu'au bout. Et ça compte beaucoup. Beaucoup de problèmes se sont survenus dans ces cas de figure. Je sais de quoi je parle, je suis dans le domaine, je suis un conseiller agricole, en fonction actuellement, je sais de quoi je parle. Alors, prenons garde de
mieux faire ce que nous voulons faire. L'agriculture, c'est de l'art. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, là, va t'asseoir et puis espérer avoir des résultats. Malheureusement, c'est ce que nous constatons sur le terrain et c'est pourquoi je suis bien placé pour vous en parler. Maintenant qu'on a labouré bien nos terrains, on a bien fait tout ça là, je pense que en ce moment-là, nos plans seront à l'aise et nos plans seront très très contents de pouvoir être admis sur ce terrain-là. Donc, la préparation de votre terre est capitale, est très 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 important. Parce que il faut souligner quelque chose. Quand on vous dit il faut traiter le champ, la parcelle, c'est pourquoi lorsque la plante, là où tu as déposé là, cette plante-là puisse être vraiment dans les conditions, ne pas être empêchée par un parasite qui va, pendant que la plante va tenter de grandir ou se développer, il y a un parasite qui va tenter de tirer par le bas. C'est pour éviter cela qu'on a dit de traiter cette plante-là et cette parcelle-là. Maintenant, quand on vous dit de mettre peut-être un engrais de fond, tenez-vous bien, on vous a dit que la plante de tomate a seulement un cycle court de 90 jours. Mais 90 jours, c'est parce que tout simplement, on a accéléré la croissance. Sinon, cette plante, même on dit 90 jours là. Ça peut, si vous faites l'expérience, hein, plantez une plante de tomate et puis laissez. Si ça fait 90 jours vraiment. Non, c'est parce que on a accéléré la croissance quand on dit elle fait 90 jours. Sinon, cette même plante-là peut aller jusqu'à 1 mois, et comment on appelle ça, 4 mois, hein, si vous laissez là comme ça à l'air libre. Ou encore, le résultat ne sera pas comme M. Doigt, hein, en réalité. Parce que je sais que moi, j'ai planté des plantes de choux qui font 3 mois, mais que comme je fais du bio, j'ai laissé vers la fin, j'ai fait 4 mois dessus. Donc, il faut comprendre cela. Je n'ai pas dit que ça ne pommera pas, je n'ai pas dit que ça ne donne pas de résultat, mais ce n'est pas le temps défini qui sera respecté. C'est ça, je vous dis. Donc du coup, c'est pour ça, c'est pour accélérer la croissance. Mais en accélérant la croissance, qu'est-ce qui va se passer? Économiquement, vous gagnez en temps. Et du coup, vous partez très vite, vous entrez très vite dans vos fonds. C'est pourquoi il faut accélérer. C'est pourquoi il faut faire tout ce travail. Tout ce travail qu'on vous demande de faire, c'est tout simplement à cause de cela. Hein. Ce n'est pas autre chose. Hein. C'est pourquoi vous entrez très vite en possession de vos investissements que vous avez effectués. C'est très important de le savoir. Donc, on ne vous dit pas de déposer des suites par plaisir. Non. C'est pour non seulement avoir un meilleur rendement et aussi, surtout, entrer très vite en possession de l'argent parce que l'investissement, quand on investit, et puis il faut savoir aussi, plus ça dure là, plus vous gaspillez de l'argent, plus vous dépensez de l'argent parce que la main d'œuvre va continuer, parce que ça va continuer d'enherber, il faut continuer aussi de nettoyer. Donc du coup, en accélérant, en remplissant toutes ces conditions, ça vous permet déjà de vraiment minimiser le coût d'exploitation. C'est pourquoi on vous demandera de mettre de la fumée de fond à raison de 30 tonnes à 35 tonnes, c'est la fumée, 35 tonnes l'hectare. Et si vous demandez aussi de prendre l'MPK tout simplement, avec 6 sacs, je pense que ça fait l'affaire. Alors, tout cela pour que déjà vous préparez les conditions de votre sol à accueillir votre plan et à permettre à votre plan d'aller très vite. Je souligne aussi, plus quand vous déposez une plante, voici comment ça fonctionne. Quand vous déposez une plante là, si vous n'avez jamais fait de culture de tomates à cet endroit, si vous avez la chance, vous pouvez aller jusqu'à la production sans même sentir petit séquelles au niveau d'un problème de fongique, de parasites. Les insectes, ils sont partout, mais le problème fongique, vous pouvez aller jusqu'à la production sans même sentir cela. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les parasites sont peut-être là, mais puisqu'ils n'ont jamais fait ces cultures-là, ils ne sentent pas, ils ne savent pas clairement. Donc c'est maintenant ils vont prendre connaissance. Ou encore, ces parasites peuvent ne pas être là, mais ils sont très loin. Mais puisqu'ils se nourrissent de ça, de l'odeur, ils connaissent l'odeur de chaque culture qui les nourrissent. Donc, dans l'instant que vous avez déposé là, si ces parasites sont très loin de votre culture, mais ils sont alertés que ici où tu as mis ta culture là, ça y est là. Ils sont déjà alertés. Croyez-moi, c'est comme ça fonctionne. Ils sont déjà alertés que ça y est là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à se déplacer. Doucement, doucement, ils viennent. Doucement. Mais si par exemple, ils doivent faire 3 mois avant d'arriver dans votre culture, et puisque vous avez mis les précautions nécessaires pour pouvoir aller très vite,
avant d'arriver, vous êtes déjà en production, et ils vont dire tout simplement, mais ce salaud m'a eu. Excusez-moi du thème. Mais il m'a eu. Et ils vont pas partir. Hein. Ils vont dire, attendez, cette fois-ci là, qu'est-ce que tu m'as eu, mais je suis là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais la prochaine, si vous on n'a pas de rotation de culture, et sinon, vous faites pas attention, ou bien là seulement, si vous ne faites pas attention, les prochaines que vous allez déposer, mais ça, ils ne vont pas vous louper. Donc tout ce qu'on vous dit, c'est de vous dépêcher pour dégager le plancher avant qu'ils arrivent. Après ça, on va le continuer encore avec une autre culture. C'est pourquoi on dit qu'il faut changer de culture au fur et à mesure. On va déjouer encore leur plan. Du coup, vous êtes là maintenant, vous jouez entre vous, vous dribblez entre vous. C'est comment ça fonctionne, c'est tout simplement. Alors, si vous traînez là, et qu'ils font venir trouver au moment où vous êtes en floraison, mais ils vont ravager ça en une seule seconde. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas mangé depuis quelques mois, mais quand il me dépose une assiette de riz devant lui, cher ami, attention, hein, il va pas louper, hein, il va se nourrir. Alors, donc, tout ce qu'on vous dit, c'est juste pour que vous échappiez à ces différentes difficultés qui peuvent survenir là où on s'attend le moins. Ça, c'est clair. Hein? Les plantes peuvent démarrer très bien. Mais tellement que vous jonglez sur le suivi, les parasites arrivent à les rattraper. Voici le problème qui se passe souvent. Donc, c'est très bien de souligner cela. Donc, une fois que cela est bien fait, vous suivez le chronogramme. Du coup, vous accélérez la croissance de votre plante. Du coup, vous allez facilement entrer en production avant que ces parasites n'arrivent à te décourager. Donc, voici un peu ce qu'il fallait comprendre là. Je dis, je prendrai le temps qu'il faut prendre, mais il faut que je vous explique en long et en large pour mieux vous faire comprendre. Maintenant, quand on va passer maintenant au repiquage. Le repiquage, c'est quoi? C'est-à-dire que ce sont des plants qu'on a récupérés, qui sont en bonne santé, qui sont bien traités, qu'on pense être vraiment dans les conditions vraiment adéquates pour pouvoir donner un bon rendement. Il faut maintenant venir pour les implanter sur nos parcelles aussi bien traitées, bien labourées, qui remplissent les conditions d'accueil de nos différents plans à venir. Une fois que cela est fait, on va maintenant passer à ce qu'on appelle le repiquage. Le repiquage doit respecter un certain nombre de conditions aussi également. Là aussi, ça va jouer sur la production. Parce que là encore, on a eu ça avec les planteurs. Quand on vous dit, sollicitez tel écartement, le gars va se faire son écartement. Mais ce que vous oubliez, c'est la condition dans laquelle la plante a été pour donner les 30 tonnes. C'est là. Mais toi, on te dit, écoute, fais ça comme ça pour avoir vos 30 tonnes. Vous dites, non, mais de toute façon, moi, il peut faire ça comme ça. Mais de toute façon, ça va pousser, ça va donner des résultats. Oui, mais ne sois pas étonné que ça ne donne pas les 30 tonnes dont on a parlé. Mais ne dis pas que la tomate ou bien le chou ne donne pas tel nombre de tonnage. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que je l'ai mis dans les conditions? Si vous respectez les conditions que moi je vous dis actuellement, il n'y a pas de raison que vous ne sortiez pas le résultat attendu. Ça, c'est clair. Donc, l'écartement varie en fonction de la variété que vous avez choisie et en fonction du mode de culture que vous avez choisi. Par exemple, quand vous choisissez une variété à croissance indéterminée, ce sont des variétés qui vont en hauteur, là, il faut savoir qu'il y a un écartement à choisir aussi également. Comprenez? Donc, quand vous avez une variété à croissance indéterminée, il faut savoir qu'il y a son écartement à choisir, un A à choisir. Ça il faut le comprendre, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup au niveau de votre culture, en réalité. Donc, les variétés à croissance déterminée, c'est quoi? C'est-à-dire que ce sont les variétés qui vont aller en hauteur, qui vont aller en déterminé, vont aller un peu plus long en hauteur. C'est très important de le savoir. Voilà, il y a des variétés aussi qui ne vont pas trop aller en hauteur. Donc, si la variété, c'est une variété, disons, qui va à hauteur, il faut vraiment la mettre dans les conditions pour que cette plante-là puisse bien se développer. Donc, du coup, il faut savoir que si c'est une variété qui est, comme on le dit, en hauteur, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'écartements à respecter. L'écartement dans ce cas de figure-là est 1 mètre entre
je vais dire entre les lignes et 40 cm sur les lignes. 1 mètre entre les lignes et 40 cm sur les lignes. Alors, et les différentes activités à faire dans ce cas de figure, quand c'est une variété, disons, à croissance indéterminée, il y aura beaucoup d'activités à effectuer. Et ça, je vais le souligner. Par exemple, il faut tout simplement savoir que il faut faire ce sont des choses qu'on a fait sur des palissades. C'est-à-dire qu'il faut tutorer cela. Il faut mettre des tuteurs pour que la tomate puisse aller en hauteur. Ça, on sait que la tomate, il faut vraiment mettre des tuteurs pour que cela soit ainsi, pour que cela puisse donner un meilleur rendement. C'est très important aussi à le savoir. Donc si vous savez tout cela, et que vous savez que les tomates qui vont en hauteur, il faut tailler, mais vous allez vraiment entrer dans vos fonds et faire mieux que ça. Voilà. Donc en fonction de la variété de tomate, en fonction de la tomate que vous avez choisie, ça demande son activité. Parce que les tomates de table et les tomates qui vont en hauteur, il faut tailler les bas pour laisser de l'air entrer au niveau de votre champ. Il faut les tailler, enlever les courements, enlever les feuilles qui traînent par le bas. Il faut les tailler, il faut t'en débarrasser. Ce n'est pas utile, il faut t'en débarrasser pour pouvoir avoir un meilleur rendement. Donc voici un peu ce qu'il faut dire. Maintenant, en ce qui concerne les tomates qu'on peut faire, on dit les tomates qu'on peut déposer de manière, on peut planter de manière libre. Souvent on les laisse et la tomate là va traîner à terre en réalité. Mais en réalité on le fait dans les contre-saisons, il faut souligner. Et chaque variété choisie, il faut savoir à quelle période il faut le faire. Il faut savoir que dans ces cas de figure, il faut le faire dans les périodes de la contre-saison. C'est une tomate qu'on peut laisser comme ça dans la chaleur, en fonction de la chaleur qui va dominer à ce moment-là. Il ne va pas avoir de problème de pourriture apicole. Et du coup, ça peut rester souvent en contact avec le sol plus ou moins, attention. Mais il y a des activités aussi à effectuer pour ne pas que le soleil aussi puisse trop fatiguer cela. Mais les tomates, dans ce cas de figure, il y a un certain nombre de dimensions, d'écartement qu'il faut choisir. Dans ce cas de figure, il faut choisir 1,50 m entre les lignes et 0,80 sur les lignes. Vous comprenez? Je suppose que c'est compréhensif. 1,50 m entre les lignes, voici une ligne ici, aussi une ligne ici. Il laisse 1,50 m au milieu. Maintenant, entre chaque plan, 0,80 m, tout simplement. Voilà. Donc avec ça, la plante sera plus à l'aise pour pouvoir évoluer et tranquillement grandir. Bon, en fonction du dispositif, vous allez trouver que vous allez oxyder au niveau de la densité des plants, vous allez oxyder entre, je crois, 20 000 à 30 000 pieds, en fonction de la densité. Voilà, mais tenez-vous bien, le repiquage ici se fait à partir de entre 15 et entre 20 à 25 à 30 jours après le semis. On peut faire le repiquage, va arriver à partir de là. Donc à partir de 20 à 25e jour, on commence déjà à repiquer en fonction de la taille de votre champ. Et ça aussi, je vais faire une vidéo dans ce cas de figure, lorsqu'on fait un champ de cette taille, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour ne pas avoir de problème de surprise de main d'œuvre. Tout cela doit être organisé parce que beaucoup de personnes aussi ont eu ce problème, tout comme moi-même qui suis là. Alors donc je pense que ce sont des choses qu'il faut éviter depuis la base aussi également. Se rassurer qu'il y a la main d'œuvre vraiment au moment où tu dois faire le repiquage, ça compte beaucoup. Sinon, quand la période arrive de faire le repiquage et que tu ne l'as pas fait, puisque les conditions étaient vraiment erronées pour que ça aille vite, ben ça va te rattraper. Et là aussi, ça joue sur le rendement. Ça, il faut que je vous le dise également. Voilà. Ça, il y a beaucoup de choses à dire avant de faire une culture pareille. Il y a tellement de choses à dire qu'on ne peut pas dire ça à une seule vidéo. Voilà. Donc, du coup, c'est pour éviter d'aller faire de longues vidéos. Mais aujourd'hui, je suis obligé de faire vraiment une longue vidéo pour mieux expliquer cela, pour que vous puissiez comprendre, afin de vraiment donner le résultat attendu en fait. Voilà. Lorsque vous finissez de repiquer, voilà, vous allez mettre un système d'arrosage maintenant en place. Mais ce qu'il faut comprendre lorsque vous partez au repiquage, il faut éviter de dénuder les racines. Bon, ça veut dire qu'il faut éviter d'enlever la motte de terre au niveau des racines, il ne faut pas les rendre trop nues. Bon, même si ça ne joue pas, ça ne pose aucun problème, mais cela permet aussi de conserver la motte de terre, cela permet aussi à la plante de comme si elle ne va pas sentir que la change l'environnement en fait.
Hein, la mode de terre qu'on laisse là, c'est pour ne pas faire sentir la plante qu'elle a changé d'environnement. C'est comme si vous enlevez bien la mode de terre, c'est comme si la plante est dans son état normal où elle était avant, dans son habitat où elle était avant en fait. Donc même si vous enlevez la mode de terre tombe, ne vous inquiétez pas, elle va se faire un autre milieu, elle va s'adapter à son autre milieu, ça ne gêne pas, ça ne dérange pas. Mais si ce n'est pas possible et que c'est tombé, vous pouvez planter en toute sécurité. Maintenant, pendant votre planting, il faut faire attention de planter jusqu'au collet en fonction de la qualité de votre sol. Mais si c'est un sol qui est très sableux, beaucoup sableux, il faut éviter aussi d'aller trop au collet parce que si vous partez trop au collet, ça va brûler. Voilà, donc si ce n'est pas un sol sableux et que c'est un sol, disons, plus ou moins argileux, sableux, argileux, vous pouvez aller jusqu'au collet parce que là où la tige là, va toucher le sol, ça va forcer les racines et ce qui va donner beaucoup, va alimenter beaucoup la plante et ce qui va donner aussi va favoriser la plante, disons, le rendement. Ça compte beaucoup. Parce que là, il faut que la tige touche le sol. Cette tige-là va devenir ce qu'on appelle, va donner des racines. Et ce sont ces racines-là qui vont facilement donner, alimenter la plante, dont la plante va facilement va croître. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'espace qui alimente la plante. Donc ça va bien croître et ça va bien se développer. Et ça va donner un résultat, les résultats attendus. Voilà. Donc, je pense que c'est très important de savoir tout cela pour que vous puissiez vraiment rentrer en possession de votre investissement. Bon, du coup, on a fini de planter, on a fini de faire tout ce tapage là, on est fatigué, c'est vrai. Bon, maintenant, il faut réellement passer maintenant à une autre phase qui est très importante aussi également. Ça veut dire tout simplement que lorsque vous finissez de planter votre champ, maintenant il faut mettre un système d'entretien en place. Aïe aïe aïe. Cette partie, je vais dire, c'est la partie incontournable. C'est la partie exceptionnelle de votre activité. Quand vous ne mettez pas un système d'entretien bien rigoureux en place, c'est comme si vous n'avez rien fait. Voyez-vous, si vous remarquez bien, il n'y a pas une phase qui n'est pas capitale dans toutes ces phases que je viens de citer. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire quoi? De mobiliser ces fonds en 3 mois, il n'y a pas, c'est un travail, tu n'as pas de temps de répit. Hein. Dis que j'ai fait telle phase, je vais souffler. Il n'y en a pas. Hein. C'est ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas. On dit que quelque chose va te donner millions et vous pensez qu'on va le faire, disons, comme si on était en train de faire une culture pérenne. Non, hein. Quand vous commencez, ce top chrono, 3 mois de travail. 4 mois de travail intense, c'est après ça, vous essoufflez un peu. C'est comme ça fonctionne. Donc il n'y a pas une phase qui n'est pas précieuse. Toutes les phases sont d'autant plus importantes qu'il faut vraiment respecter. Donc ici, l'opération d'entretien va passer en un premier temps à l'arrosage. Le système d'arrosage que vous avez décidé de mettre en place en fonction de vos moyens, je vous dis d'abord que, en première des choses, c'est de mettre un système d'arrosage. Si ce sont les solanacées, il faut mettre forcément un système d'arrosage par goutte à goutte. Ou bien mobiliser les gens pour arroser à la main, pied par pied. Ça, il n'y a pas autre moyen pour éviter cela. En fait, il faut le faire obligatoirement en fait. Parce que si vous faites autre que ça, et vous allez voir qu'en un temps record, les problèmes fongiques ont envahi le champ. Ça, c'est en un temps record. Comprenez que dans l'air se trouvent toutes sortes de parasites. Ça, tout le monde le sait. Donc, l'eau va, en descendant sur les plantes, ça va descendre progressivement avec ces parasites-là et les coller sur la plante. Tout simplement, sur les feuilles, sur les feuilles, sur les feuilles. En peu de temps, la plante est envahie. Ça va devenir marron. Ça change de couleur. Et voilà, déception, découragement, top. Beaucoup vont tout de suite abandonner. Voici ce qui se passe. C'est pourquoi les périodes, les saisons comptent beaucoup. Surtout quand il s'agit de faire ces cultures-là, la famille des solanacées. C'est-à-dire ceux qui donnent des fleurs. C'est très important de savoir à quelle date il faut faire ça. Les périodes où les pluies sont abondantes, il faut éviter. Cette période-là, il faut éviter de faire ça. C'est pourquoi le plus souvent, quand on n'a pas la possibilité de faire des serres et qu'il faut connaître les zones dans lesquelles elle fait vos cultures. Ça veut dire par exemple, si moi je suis au nord, au nord-est, au centre,
où les pluies sont plus ou moins abondantes, je peux déjà étudier cette période, une période à laquelle je peux déposer ma culture et ne pas rencontrer trop de problèmes. Mais si je suis au sud, ou dans mon pays, je suis au sud, ou comme moi je suis actuellement au sud-est de la Côte d'Ivoire, où les pluies sont abondantes, surtout à des périodes, par exemple, à cette période-ci où les pluies sont abondantes. Nous sommes dans le mois de mai-juin, et que je fais une culture de tomates actuellement, mais écoutez, c'est pas quelqu'un qui va dire que j'ai fait un mauvais investissement. Donc il faut connaître la zone où tu te trouves et la période à laquelle tu as fait ta culture. Donc du coup, il faut respecter l'arrosage. Et l'arrosage va se faire comme suit. Dans les 3 premiers jours, il faut faire un arrosage chaque 3 jours, les 3 premières semaines. Un arrosage chaque 3 jours. Un arrosage chaque 3 jours, mais l'arrosage qui doit effectuer chaque 3 jours doit être un arrosage vraiment, vraiment abondant. Il faut mettre de l'eau. Il faut mettre de l'eau et il faut mettre de l'eau. Comprenez? Maintenant, après ça, vous pouvez diminuer un arrosage chaque 2 jours. Hein? Pardon. 2 arrosages chaque semaine. Et par la suite, un arrosage jusqu'à ce que vous arrivez au niveau de votre repiquage et au niveau de votre récolte. Donc, du coup, pourquoi on doit le faire ainsi? Parce que beaucoup de personnes pensent que quand on parle de maraîcher, on parle de l'eau. Je viens dire qu'il faut au moins 5000 mm3 d'eau de manière répartie sur l'ensemble de la production. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit bien répartie sur l'ensemble de la production. Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas besoin de déposer de l'eau. Non, non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il faut que tu puisses mettre un système d'irrigation en place qui va être arrosé ce qu'il faut, de la quantité d'eau dont la plante a besoin. À une période donnée, il faut donner. À une telle période, il faut donner. À telle période, il faut donner. Mais regardez bien, on cultive, non? Et on n'arrose pas toutes les cultures que nous faisons, mais ça vient des eaux de pluie. C'est vrai qu'on n'a pas le rendement attendu, c'est vrai, mais quand même, on a quand même un rendement. Vous comprenez? Ça veut dire tout simplement que c'est pas parce qu'on a arrosé chaque jour que ça a donné un résultat. Mais c'est parce qu'il y a un système, on a respecté un système d'irrigation très bien mis en place qui a donné le résultat tout simplement. Donc c'est très important de savoir comment bien répartir cette eau-là au niveau de mon jardin, au niveau de mon champ tout simplement. On n'a pas besoin d'arroser matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Souvent, en réalité, ça donne des beaux feuillages, mais le rendement, tout excès nuit, le rendement n'est pas de taille. Il faut pouvoir vraiment répartir cela. C'est très important de savoir ça. Voilà. Donc, quand on a mis un bon système d'arrosage en place, je pense qu'on va avoir un bon résultat. Maintenant, on va arriver maintenant sur le butage. Le butage compte beaucoup. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plante va aller en hauteur, au fur et à mesure. Elle va laisser la tige là. Je veux dire que lorsque la tige est en contact de la terre, ça donne des racines. Plus la tige donne des racines, plus ça nourrit la plante et plus on peut penser à avoir un résultat, un bon rendement. Donc, du coup, le butage compte beaucoup. Le butage tourne beaucoup. Les cultures sous serre ont un système pour que cela soit ainsi. Les gars, on ne sent pas. Mais pour les cultures extérieures, il faut buter pour mettre en contact la tige à la terre pour que ça puisse se nourrir abondamment. Donc, on va faire un premier butage. Le premier butage, tu le fais en stimulant un peu cette terre-là, en apportant soit de la fumure, soit du MPK, mais je préfère que vous apportez du MPK 10, 18, 18 à raison de 50 kg par hectare et vous accompagnez avec du sulfate de potassium à raison de 100 kg à l'hectare et un peu d'urée, 300 kg d'urée à l'hectare effectivement pour donner de la vigueur et de la force de croissance. Je vous dis tout simplement, toutes ces choses peuvent être remplacées aussi par la matière organique aussi également. Donc, ne pensez pas que forcément, on va forcément avoir les trucs d'engrais chimiques ou minéraux. Non, c'est pas forcément. Deuxième butage va intervenir
et les mêmes choses. Et ensuite va venir le tutorage. Le tutorage qui va consister vraiment à bien à donner des piquets. Aujourd'hui, il y a plusieurs techniques de tutorage. Plusieurs techniques de tutorage existent aujourd'hui. Donc du coup, on peut choisir ce que nous voulons choisir. Ça compte, ça ne change pas grand chose. Voilà, donc du coup, nous sommes à la fin de nos présentations en réalité. Après ça, nous allons maintenant faire sarcler. Les premiers ennemis sachez que les premiers ennemis de la plante restent toujours les herbes. Donc ne laissez pas, parce que c'est dans les herbes tout se cache, ne laissez pas dedans. Et pailler, si vous pouvez pailler votre champ, ce sont des choses qui sont à ne pas négliger, mais c'est difficile, il faut le reconnaître. Pailler un hectare de champ n'est pas aussi facile, mais sinon le paillage compte beaucoup. Ça permet de maintenir l'humidité au niveau de vos pieds et ça permet aussi de donner un bon rendement. Les ennemis de la tomate, vous les connaissez et on peut prendre des précautions. Il faut mettre un bon système de protection en place pour éviter tout. Pourquoi je dis tout, le début compte beaucoup, pour éviter tout simplement d'avoir tous ces problèmes au fur et à mesure. Donc on peut mettre un système d'irrigation et un système de protection en place pour éviter la mildiouille, l'oïdie, le cladosporiose, tout ce que vous connaissez, fusariose, alternariose, tout ça là, vous mettez un système de protection en place bien défini avec un traitement chaque semaine. Je pense que vous n'aurez pas de problème. Le problème le plus récurrent, ça, le flottissement bactérien, pour le moment, je ne vais pas vous donner les résultats dessus. Tout ça là, il faut prendre les semences qui sont déjà tolérants au flottissement bactérien. C'est très important de le savoir aussi. Donc le système phytosanitaire compte beaucoup. Et il y a des problèmes, vous allez rencontrer des problèmes de chenilles, d'acariens, tout ça là au niveau de vos plantations. Mais tout ça passe par le système de phytosanitaire, le système de protection phytosanitaire, vous allez mettre en place. Et cela passe aussi par la variété que vous avez choisie depuis le début. Ça compte beaucoup. C'est très important de le savoir. Voilà, maintenant qu'on a fini, on tend vers la fin de notre présentation. Je pense que si vous avez tenu jusqu'à ce stade, merci d'avoir tenu, merci d'avoir résisté. Ça n'a pas été facile, mais je pense que tu as vraiment reçu beaucoup de connaissances à ce niveau. Si c'est le cas, n'hésite pas de liker. Si c'est le cas aussi également, n'hésite pas de t'abonner. Si c'est la première fois de rencontrer cette chaîne, on essaie de faire tout ce que nous pouvons pour pouvoir vous donner un coup de main. Merci beaucoup. Et à bientôt et à très bientôt pour une autre vidéo. La conservation et la récolte, ça bon, ça après vous allez trouver, ça c'est sur des choses, on va passer dessus, on ne peut pas tout vous dire en fait, voilà. Mais le plus important a été dit. Merci, c'est le même Dongo et à bientôt pour une autre vidéo. Sachez que toutes ces conditions réunies, vous pouvez oxyder entre 30 tonnes, entre 20 tonnes à 30 tonnes. Oui, ça il faut que je dise la vérité. Vous pouvez aller jusqu'à 30 tonnes à l'hectare. Tenez-vous bien. Ça, si vous connaissez, vous pour ces conditions de travail, il n'y a pas de raison que vous échappez à ce tonnage. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.